Et donc le rapport 3.8 vous est distribué sur table concernant donc l'autorisation du CIDEL d'exploiter des bornes de recharge sur la commune d'Autun. Merci. Donc merci beaucoup, merci. Donc avant le rapport 3.8, le rapport 3.7 qui concerne donc les tarifs de l'assainissement collectif. Après donc la présentation du rapport annuel du délégataire. Considérant donc que la commune, par délibération du 26 mars 2018, avait fixé la surtaxe d'assainissement à 0,6 euros par mètre cube et instauré une part fixe de 5 euros par abonnement. Concernant que la mise en conformité du réseau d'assainissement collectif, selon le schéma directeur d'assainissement, atteint plus de 10 millions hors taxes, que nous faisons progressivement. Que les obligations réglementaires sur la surveillance des réseaux, la recherche de micropolluants, les diagnostics sont de plus en plus importantes, et nous les remplissons, que ces obligations entraînent des dépenses conséquentes. Il est proposé donc au conseil municipal d'augmenter la surtaxe assainissement de 15 centimes d'euros à partir du 1er janvier 2023 et d'augmenter la part fixe sur chaque abonnement de 5 euros. L'idée étant de s'aligner sur les tarifs qui ont été votés au SMEMAC sur la partie eau de l'eau, c'est-à-dire la partie eau potable de l'eau, pour avoir une hausse uniforme d'environ 7% sur l'ensemble des tarifs, donc à la fois eau et assainissement. Dans un contexte également, on ne l'a pas mis, mais de hausse des prix des travaux publics. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'augmentation de 15 centimes d'euros sur la surtaxe d'assainissement collectif, ce qui la fixe à 75 centimes d'euros, et d'autoriser l'augmentation de 5 euros par abonnement, ce qui fixe la part fixe à 10 euros au 1er janvier 2023. Donc on a eu ces débats compliqués au SMEMAC de savoir comment nous maintenions au vu de l'inflation et de la diminution de consommation d'eau notre programme d'investissement, étant donné que à la fois les restrictions préfectorales et les efforts des habitants nous font perdre chaque année une partie des recettes évaluées entre 2 et 5% en fonction de la consommation annuelle de l'eau. Et donc, avec cet alignement sur le SMEMAC, nous restons malheureusement probablement à une augmentation inférieure à l'augmentation des prix du BTP, mais nous permettant, en tout cas en euros constants, de maintenir un programme de travaux du même montant sur notre schéma directeur d'assainissement. On a vu il y a quelques jours l'importance de poursuivre de manière très volontariste, notamment notre mise en séparatif des réseaux pour éviter que l'eau pluviale et l'assainissement ne soient dans les mêmes réseaux. Et donc c'est un travail commun avec le SMEMAC pour travailler sur ces reprises de réseaux. Donc cette hausse qui est donc liée à l'ensemble de ces contextes est rendue indispensable dans une perspective aussi au 1er janvier 2026 de transfert de cette compétence soit à l'EPCI, soit à un établissement de coopération intercommunale assis sur plusieurs EPCI, et nous aurons à discuter de ces sujets d'ici 2026 pour savoir si nous transférons ou bien à la communauté de communes ou bien au SMEMAC, puisque nous perdrons la compétence de l'assainissement à cette date en raison de la loi. Sur cette augmentation des tarifs de l'assainissement collectif, y a-t-il des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Nous avions aussi, je crois, l'unanimité des élus après discussion au conseil syndical du SMEMAC. Alors le 3.8, chers collègues, merci d'avoir accepté cette introduction de rapport. Il est relatif à la compétence infrastructure de recharge pour véhicules électriques et création et gestion de bornes de recharge.
Eh bien, donc, étant donné le Code général des collectivités territoriales, les statuts du SIDEL qui l'habilitent à mettre, syndicat départemental d'électrification de Saône-et-Loire, qui l'habilite à mettre en place et à organiser pour les membres qui lui ont confié cette compétence, qui semble-t-il n'était pas encore le cas de notre commune, un service comprenant la création et la gestion de bornes de recharge de véhicules électriques, vu le souhait exprimé par la commune de se porter candidate à l'implantation d'une borne qui est déjà implantée, et même 2 bornes au pluriel, puisque potentiellement il pourrait y en avoir d'autres, et qu'il est nécessaire pour exploiter cette borne de transférer la compétence infrastructure de recharge pour véhicules électriques permettant la création et gestion de bornes de recharge de véhicules électriques au syndicat départemental d'énergie de Saône-et-Loire, SIDEL. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le transfert de cette compétence infrastructure et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant et en délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier. Sur la possibilité pour le SIDEL d'exploiter les bornes de recharge que nous venons d'installer. Je dis les bornes parce qu'en fait, il y a 2 prises, une borne, mais 2 prises, 2 places. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, unanimité? Je vous remercie et j'espère que ça nous permettra, étant donné que maintenant toute l'installation est faite, d'exploiter et de mettre en service cette borne de la place de Gain. Rapport 4.1 qui concerne les dispositions tarifaires, notamment d'occupation du domaine public. Cathy Nicolaou. Oui, puisque tout occupant d'une emprise sur le domaine public doit payer une redevance dite d'occupation du domaine public dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal. Il vous est proposé ce soir d'approuver la nouvelle grille tarifaire à compter du 1er janvier 2023 avec, par exemple, pour ce qui concerne la délivrance de permission de voirie, le tarif passant à 25 € et 20 € précédemment. Et puis, pour ce qui est du temps d'occupation, nous proposons une augmentation de 10 centimes d'euros pour le temps d'occupation, donc passant par exemple la première quinzaine à 90 centimes d'euros le mètre carré pour les 20 premiers mètres carrés au lieu de 80 centimes d'euros auparavant. Et puis, nous proposons l'instauration de nouveaux tarifs applicables également au 1er janvier 2023 en ce qui concerne les places de stationnement réservées uniquement pour les transports de fonds, avec donc 2 000 € par an par place de stationnement. La ville d'Autun en comptant environ une dizaine. Cela permettra une recette de 20 000 € par an pour la ville. Merci beaucoup Cathy. Donc une mise à jour des tarifs applicables pour l'emprise sur la voie et puis ce nouveau tarif, une recette qui est possible pour les communes, qui nous permet aussi d'optimiser les places de stationnement en espérant que quelques-unes de ces places eh bien, peut-être reviennent à la commune ou en tout cas au stationnement public et puis donc de créer cette redevance qui est importante, 2 000 € par place, mais qui est à payer par eh bien, les banques qui nous demandent de réserver des places transport de fonds en considérant qu'elles ont normalement, je l'espère en tout cas, les moyens de régler ce droit de place qui est similaire à ce qui existe dans d'autres villes et qui nous permet là aussi d'essayer d'optimiser nos recettes de tarifs d'occupation du domaine public. Sur ces tarifs d'emprise sur la voirie et la création d'une redevance pour les transports de fonds, y a-t-il des questions? Michael Guigeot. Oui, simplement se dire que optimiser les recettes, ça va être une habitude à trouver au sein de la collectivité parce que vous connaissez la situation et il faut en parler. Les collectivités locales vont payer cher en 2023 la crise économique, l'inflation et le coût de l'énergie. Les collectivités sont donc, de mon point de vue, dans un étau. Le choix des arbitrages pour 2023 arrive à grands pas. Comment va-t-on agir? Augmenter des recettes? Un exemple aujourd'hui, et on n'a pas le choix. Augmenter le reste d'impôts qu'il nous reste, ce n'est pas souhaitable. Diminuer les services publics. Que va-t-on faire en 2023? Petit calcul, si on applique le taux d'inflation
minimale de 5% à nos dépenses et à nos recettes de fonctionnement et d'investissement, c'est 1 à 2 millions d'euros à trouver. Comment va-t-on faire? Ce n'est pas un reproche, c'est un contexte général que je veux ici aborder pour l'an prochain. L'exercice va être périlleux, car contrairement à l'État, les budgets des collectivités doivent être à l'équilibre. Donc, point de réflexion, va-t-on emprunter? Comment va-t-on affronter ces turbulences? Heureusement, la capacité d'autofinancement de la ville est très bonne, mais va être altérée par les dépenses supplémentaires liées aux dépenses d'investissement, aux dépenses de fonctionnement. Et j'oublie tout à l'heure, j'ai oublié de dire qu'on peut aussi réduire les dépenses d'investissement, ce n'est pas souhaitable pour l'activité économique. Donc je dirais, à un moment donné, la situation va être compliquée et je vous souhaite bonne chance pour faire les arbitrages financiers. Il faut aussi se dire qu'à un moment donné, les villes, les intercommunalités sont des échelons de proximité. Et je pense que le législateur, le gouvernement, doit entendre l'appel des collectivités à étendre le bouclier, en tout cas sur les énergies, par rapport aux différents coûts que devront supporter. Sinon, des collectivités vont craquer. Je pense que Autun peut affronter la situation, la capacité de financement, autofinancement est très bonne. Les finances sont correctes du point de vue de la strate. Donc je pense qu'on peut affronter les choses correctement, mais combien de temps? Et entre-temps, qui tombera? Merci. Frédéric Brochot. Alors, très rapidement sur ce rapport, mais on voit que un rapport, je ne pense pas que ce soit avec celui-là qu'on peut voir d'une bonne augure l'année 2023, même qu'il y ait un petit peu de recettes. Mais bon, les temps vont être durs et voilà, c'est pas avec le droit d'occupation des sols qu'on relèvera, je pense, le défi de 2023. Juste sur ce droit d'occupation des sols, c'est uniquement pour ce qui est travaux et déménagement. Ah ouais. C'est donc c'est la taxe travaux hein, sur l'occupation et puis la pose de panneaux. Ouais, voilà. Voilà. Quand on prend des arrêtés de voirie. Effectivement, il y a le coût des travaux, l'inflation, le prix de l'énergie et puis la hausse du point d'indice. On a augmenté tous les fonctionnaires. On a augmenté, l'État a décidé d'augmenter et c'est les communes qui ont supporté l'ensemble de cette hausse. Donc effectivement, c'est compliqué. On va en parler dans la décision modificative. On a aujourd'hui des discussions au niveau national à la suite de la mobilisation des associations d'élus sur un filet de sécurité. Alors on n'est pas sur un... C'est intéressant de voir le glissement sémantique. Pour les particuliers, on est sur un bouclier et pour les collectivités, on est sur un filet de sécurité. Ce qui montre qu'il y a des collectivités qui risquent de s'écraser au sol. Donc c'est effectivement inquiétant. On a bientôt une CAO, donc une commission d'appel d'offres qui va ouvrir les plis sur l'électricité. Est-ce qu'on sera à 300 € du mégawattheure? Est-ce qu'on sera à 500 €? Est-ce qu'on sera à 1000 €? Aujourd'hui, l'ADEME a publié un guide pour donner les tarifs indicatifs pour éclairer un peu les élus, où ils disent si vous avez 500 € du mégawattheure, vous en tirez pas mal. Et si vous attendez l'hiver, vous aurez peut-être 1000 € du mégawattheure. Bon, donc on va voir ce que donne la CAO. On se garde la possibilité, je vous laisserai juger à la CAO, je ne veux pas influencer du tout cette instance, mais en tout cas, je fais confiance aux collègues pour, si la commission d'appel d'offres ouvre des plis qui ne sont pas raisonnables, déclarer le marché sans suite et en relancer un. Voire, comme certaines communes l'ont fait, ne plus avoir de marché et acheter directement sur le marché libre notre électricité, ce qui serait assez fou, mais certaines communes l'ont fait. Ça va être effectivement là assez compliqué. Bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, si on lit la note de l'ADEME,
Elle nous donne des prix indicatifs et puis à la fin, elle dit de toute façon, les prix vont augmenter et les communes et communautés de communes n'ont pas d'autre choix que de réduire leur consommation. C'est bien. Mais ça ne va pas forcément résoudre tout de suite notre équation, même si effectivement on réduit, on essaie de réduire soit la puissance de l'éclairage, soit d'éteindre certains quartiers, comme on l'a fait du côté de Frani encore récemment, en sachant que l'électricité, en tout cas l'éclairage public, qui n'est pas l'ensemble d'électricité, mais un mois de chauffage des bâtiments, c'est 1 an d'électricité. Donc la question, elle est beaucoup sur le chauffage. Une partie de nos bâtiments sont chauffés à l'électricité, une autre partie au gaz, une autre partie sur le chauffage urbain. Mais néanmoins, ça va être compliqué pour toutes les collectivités. Donc effectivement, on gratte des tarifs. Le rapport suivant, c'est sur la vente de jardinières. Donc voilà, on est dans les économies ou dans les économies ou dans des tarifs un peu symboliques, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières. Mais en tout cas, on va aller sur effectivement dégager des recettes en tarifs. L'objectif, c'est de ne pas augmenter les impôts. Enfin, on aura ces débats sur le débat d'orientation budgétaire 2023, mais de faire des recettes, notamment sur la vente de véhicules. Donc on a mis aux enchères cette semaine sur Internet 8 véhicules qu'on vend. On essaie de contracter le parc. En plus, ça permettra peut-être d'utiliser mieux le transport urbain et voir le vélo ou la marche à pied. Mais ça nous permet là aussi de diminuer notre parc de véhicules et puis les frais afférents, notamment sur l'assurance. On va aussi présenter en conseil municipal en décembre, je crois le 13 décembre, le prochain conseil municipal, 12 décembre, un nouveau plan de cession de bâtiments, mais on n'a pas beaucoup de bâtiments en vente. Donc ça va être des petits garages, ça va être des parcelles, des petites parcelles, ça va être des logements qu'on avait et qu'on va essayer de mettre en vente aussi, pour essayer de tenir, au moins de tenir la fin de l'année, puisqu'on le verra dans la décision modificative. Il faut trouver 550 000 € d'ici la fin de l'année pour payer les fluides. Donc on a de la capacité d'autofinancement, mais si on tombe en négatif, ça serait effectivement très compliqué pour emprunter ensuite, puisqu'on aura des difficultés d'accès à l'emprunt si on a une CAF négative. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais toutes ces dépenses viennent en fonctionnement. Sur l'investissement, on va pouvoir éventuellement reporter des investissements qu'on souhaitait faire ou qui seraient intéressants, concentrer les investissements sur des investissements qui nous font des économies de fonctionnement très rapides. Typiquement, au lieu d'avoir une prestation extérieure, un marché, je cite une piste de travail, un marché sur le traçage urbain, peut-être essayer de voir si on peut faire en interne. On a commandé une nacelle qu'on va recevoir normalement en décembre, 9 mois de délai pour une nacelle, qui nous permettra de diminuer les prestations que nous avions de nacelle, de location de nacelle. Donc on fait de l'investissement qui nous diminue le fonctionnement. C'est là-dessus qu'on va essayer d'aller. Mais l'équation va être très compliquée. Et ce filet de sécurité, j'espère qu'il arrivera à faire rebondir un certain nombre de collectivités. Mais on est tous effectivement très inquiets. Puis il y aura des décisions à prendre sur des équipements. Donc au niveau de la communauté de communes, sur des fermetures plus longues de la piscine. Nous, on a fermé déjà au chauffage le gymnase. On a regardé avec l'OMS si c'est vraiment très tendu de même arrêter le chauffage dans d'autres gymnases. Voilà, au bout d'un moment, on peut essayer et c'est ce qu'on a fait, diminuer le chauffage dans les écoles à 19, dans les gymnases à 14 ou 15. Mais à un moment, les enfants ont besoin d'avoir au moins de quoi survivre en classe dans les écoles, et il y a des frais qui sont incompressibles. Donc il y a tout un travail aussi de rationalisation des bâtiments, peut-être rapprocher des activités périscolaires de bâtiments scolaires pour éviter de chauffer 2 bâtiments distincts, peut-être rapprocher des structures d'enseignement, lycée, collège, école, pour essayer là aussi de rationaliser les bâtiments. Essayer, et vous le verrez là, une vente qui est quasiment actée
des engagements qu'on a, par exemple pour la Société d'histoire naturelle d'Autun, qui par acte notarié doit être logée par la ville, et qui aujourd'hui l'était dans des bâtiments, des vrais passoires thermiques au sens propre, puisqu'il y a des trous dans le bâtiment. Donc là, on a eu l'accord de la Société d'histoire naturelle pour eh bien, les rapatrier dans un bâtiment qui existe déjà et qui est déjà en partie chauffé, en libérant de la place d'archives de la rue Saint-Antoine vers l'ancienne Banque de France, ce qui nous permet de céder en même temps le bâtiment de la rue Saint-Antoine. Il a fallu pour cela, et je remercie les bénévoles de la Société Éduenne et puis le conservateur de la bibliothèque, trier le stockage de livres qui était à cet endroit-là depuis plusieurs années. Et voilà, il va falloir faire ce genre d'arbitrage qui va être effectivement complexe et essayer de valoriser notre patrimoine, nos véhicules au meilleur prix. Bon, malheureusement, les véhicules qu'on vend, ce n'est pas les véhicules les plus récents. On ne va pas forcément dégager énormément de recettes, mais jardinière, plus place, plus tarifs, plus véhicules, plus on va essayer de faire des recettes et de diminuer nos frais de fonctionnement sur l'année à venir, notamment en réinternalisant. On va réfléchir au niveau de la DSTA aussi sur le garage pour réinternaliser certaines prestations qu'on avait. Et ce sera effectivement compliqué de tenir sans augmentation de la fiscalité, puisque dans le même temps, la fiscalité n'est plus supportée que par les propriétaires et que sur la taxe foncière. Le Parlement vient de voter la possibilité d'une surtaxe sur les résidences secondaires. Le décret n'est pas encore sorti pour savoir si nous sommes éligibles ou pas. Mais il faudra regarder et essayer aussi que, eh bien, de la même manière, et là on a des inquiétudes, on en parlera en DOB, hein, la dotation globale de fonctionnement évolue comme l'inflation. Aujourd'hui, ce qui est voté, c'est que la DGF ne sera pas au niveau de l'évolution de l'inflation. Donc en termes réels, on va devoir faire avec plus de dépenses avec moins de recettes. Michael Guigeot. Devant la gravité du contexte et pas de la collectivité, hein, je précise les choses. Est-il envisageable, à titre provisoire, pour les élus volontaires, d'avoir une commission des finances? Alors, on peut tout à fait réunir. Alors, je ne peux pas parler pour Véronique Paco, l'adjointe aux finances, qui est excusée, mais il n'est pas inintéressant, effectivement, de peut-être faire un groupe de travail, si c'est une proposition qui est souhaitée par tout le monde, pour essayer de trouver les pistes d'économie. On réfléchit à chaque endroit. Vous vous souvenez qu'on avait ensemble voté la non-augmentation des éclairages de Noël. Peut-être qu'aujourd'hui, on aurait voté une baisse de cette enveloppe. On a décidé de la maintenir et du coup, ça fait moins 20%. Mais après, effectivement, on va aller chercher dans des dépenses de type festivités, repas des anciens, etc., qui sont quand même compliquées à réduire au vu de nos besoins. Et puis il y a un certain nombre d'actions, notamment sur le volet de la cohésion sociale et urbaine, qui sont cofinancées par la CAF ou par l'État, et qui, en fait, si on les réduit, nous font faire très peu d'économies. Donc il va falloir regarder. Mais par exemple, le projet que nous portons avec la communauté de communes, enfin plus qu'un projet, hein, de rationaliser les bâtiments des services techniques pour les mettre dans des bâtiments modernes, fonctionnels, en rationalisant les bureaux, ce qui permet là aussi au niveau des ragots de concentrer les équipes. Ça fait gagner des mètres carrés, ça fait gagner du chauffage. Il faut peut-être continuer. On va faire un travail, je le dis aussi, pas simple, hein, voilà, sans aucun tabou, sur l'ensemble des logements de la ville, notamment des logements de fonction. Il y a des logements de fonction, on va les regarder un par un, si on les maintient en logement de fonction. Et donc à ce moment-là, il y a effectivement des loyers très réduits. S'ils ne sont plus des logements de fonction avec des vrais loyers, du coup avec un loyer de marché, ou même si on peut, on est en train de réfléchir à ça, on a déjà fait la proposition pour un de ces logements de fonction, de vendre le logement de fonction. C'est-à-dire que la personne qui est dedans, qui jusqu'à présent payait quasiment rien, va se retrouver à soit acheter son logement,
soit le louer au prix de marché, soit déménager. Enfin, ça devient des choix qui sont compliqués aussi humainement par rapport à des situations qui préexistaient et qui étaient parfois justifiées et parfois qui sont peut-être à revoir au regard des missions, parce qu'un logement de fonction a une définition très, très précise et ne peut être obtenu que par nécessité de service. Donc c'est des logements de gardiens, hein. Il n'y a pas d'élus ni de DGS ou quoi qui ont des logements de fonction, c'est surtout des gardiens d'équipement. On va regarder logement de fonction par logement de fonction, si on les maintient, si on les vend, si on les loue au prix de marché. Voilà, c'est ce genre de choses, mais effectivement, je propose... alors, notre règlement intérieur qu'on vient d'adopter ne prévoit pas une commission des finances, mais si les élus veulent participer à un groupe de travail ouvert à l'ensemble des conseils municipaux, on trouvera une date avec Agnès Henriot aussi pour pouvoir peut-être trouver des pistes supplémentaires d'économie ou d'optimisation. Voilà, si on vend des jardinières, mais peut-être qu'on a d'autres choses à vendre. On a un stock de poubelles de rue qui nous reste. Je ne sais pas si ça trouvera preneur des poubelles de rue, mais voilà, il ne faut pas avoir de tabou anciennes, parfois usées, qu'on garde en remplacement, parce qu'en ce moment d'ailleurs il y a une mode de dégradation de poubelles qui est assez délirante, mais on pourra essayer effectivement de réfléchir à toutes les solutions, en sachant que bon, on avait quand même une gestion qui était relativement rigoureuse, et que là on gratte dans le dur, dans le symbolique, et puis parfois dans des décisions qui sont pas simples et qui peuvent impacter des fonctionnements de service ou la situation de certains agents. Donc on était sur les jardinières ou pas encore? J'ai perdu le fil. On était sur l'occupation du domaine public. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions, unanimité? Je vous remercie. Donc la vente de jardinières, Sandrine Gassier. Alors, considérant que le fleurissement de la ville a fait l'objet de modifications, en fonction du développement durable et en respectant les contraintes budgétaires, considérant que ces modifications ont engendré le retrait de plusieurs jardinières dans différents lieux publics, considérant que ces jardinières n'ont plus d'utilité publique et ne sont plus affectées à l'usage d'un service public, il est proposé au conseil municipal de fixer un tarif afin de les céder. Il est donc proposé au conseil municipal, article 1, d'approuver la cession des jardinières au tarif suivant: bac de dimension 60 par 120 avec demi-lune, de dimension 40 par 120, 50 € TTC. Article 2, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Donc, effectivement, 50 €, pas cher, 50 € le bac demi-lune, pour ceux qui veulent en acheter pour leur jardin. Il pèse cher et je crois que c'est hors frais de port. Il faut venir les chercher. On n'a pas mis aux enchères, on a mis un prix fixe pour ceux qui voudraient acheter des bacs, et puis on regardera d'autres bacs. Sur les services techniques, par exemple, on est en train de regarder, parcelle par parcelle, si on n'arrête pas de tondre des parcelles. Si on n'arrête pas la tonte de certaines parcelles. Donc il y a l'éco-pâturage, on regarde aussi ça, mais il y a certaines parcelles, je pense notamment des parcelles qu'on entretenait de manière historique, comme le chambon, parfois appelé le jambon, qui est un méandre de la Roue, qui était entretenu, qui servait parfois pour des camping-cars ou des pêcheurs. Bon, c'est une parcelle municipale qu'on allait broyer une fois par an. Donc là, on ne va plus l'entretenir, ça va nous faire gagner une demi-journée. Et puis on va regarder pelouse par pelouse les endroits où on va diminuer, parce qu'il y a aussi du matériel derrière, et on a un besoin d'investissement matériel qui est important sur certaines tondeuses. Voilà. Donc voilà, et puis on a déjà augmenté le parking, on ne va pas le réaugmenter. Pas de parking souterrain malheureusement, ni de parking aérien, mais voilà, on travaille sur des bâtiments dont on avait gardé une certaine maîtrise foncière. Je pense à la caserne de pompiers, d'autres bâtiments
où on va regarder si on a des personnes intéressées. Donc les personnes se manifestent. Alors là, on travaille avec la communauté de communes et la clinique, puisqu'ils nous ont fait des propositions sur la caserne de pompiers plutôt dans le domaine sanitaire. C'est un bâtiment qui sert aujourd'hui de garage pour les saleuses. Voilà, mais on a aussi des bouts du côté de la rue de l'Arquebuse qu'on va vendre entre 5 et 10 000 euros, des bouts de garage inoccupés, sans aucun intérêt pour personne, mais qui, dès qu'on a une proposition, on va essayer de l'étudier avec le service des domaines. Et puis, une chose à laquelle je crois aussi, c'est pour ça qu'on y travaille, c'est les biens vacances en maître, puisque les biens vacances en maître sont intégrés au patrimoine communal à l'euro symbolique. Et il y a certains biens vacances en maître qui ont une certaine valeur. Et donc, les intégrer au patrimoine communal et puis les remettre sur le marché, ça nous permet de faire un peu marchand de biens et là aussi de dégager des recettes éventuelles. Donc la vente de jardinières, pas d'opposition, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Alors les tarifs, voilà, donc là aussi le double effet qui se coule, un peu plus de sous et puis un peu plus d'ordre dans les rues. Je laisse Françoise André rapporter le dossier. Donc, oui, c'est l'instauration d'un tarif pour la mise en œuvre des travaux d'office d'entretien des terrains non bâtis des propriétés privées en cas de manquement du propriétaire à ses obligations. Considérant que la commune est confrontée régulièrement à des manques d'entretien des terrains non bâtis, espaces verts, de particuliers envahissant le domaine public et créant des problématiques de sécurité et de salubrité publique. Considérant que l'article L. 2213-25 du Code général des collectivités territoriales impose à tout propriétaire l'obligation d'entretenir leur terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations. Considérant que si cette obligation n'est pas respectée, les travaux d'entretien peuvent être réalisés d'office par la commune et aux frais du propriétaire après mise en demeure restée sans effet. Qu'il est nécessaire de mettre en place une procédure afin d'astreindre les propriétaires à réaliser cet entretien quand cela impacte le domaine public et à défaut d'intervention de le réaliser d'office à leurs frais. Considérant qu'il est précisé que les travaux d'entretien portent sur la taille, l'élagage, le débroussaillage et la destruction des végétaux qui empiètent sur le domaine public. Considérant qu'il est proposé au conseil municipal de mettre en place la procédure suivante. Transmettre un courrier en lettre accusé-réception au propriétaire identifié de la parcelle non entretenue et envahissant le domaine public. Fixer un délai d'intervention sous 1 mois à la date de réception du courrier. Après constatation, la commune réalise elle-même les travaux d'entretien et refacture le coût d'intervention fixé par la présente délibération au propriétaire. Il est proposé au conseil municipal, article 1, d'appliquer la procédure suivante en cas de manquement aux obligations des propriétaires privés dans l'entretien de leurs terrains non bâtis, espaces verts, empiétant le domaine public. Transmettre un courrier en LAR au propriétaire identifié de la parcelle non entretenue et envahissant le domaine public. Fixer un délai d'intervention sous 1 mois à la date de réception du courrier. Après constatation, la commune réalise elle-même les travaux d'entretien et refacture le coût d'intervention au propriétaire. Article 2, d'instaurer un tarif de remboursement pour cette prestation relevant des propriétés privées. Forfait intervention du service municipal des espaces verts par demi-journée, 250 €, comprenant le coût de 2 agents, le matériel et les véhicules. Article 3, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci Françoise. Effectivement, 250 € a l'avantage d'être à la fois dissuasif et de faire plus que couvrir nos coûts, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et avec une procédure accélérée, on a déjà quelques propriétés et propriétaires dans le viseur.
Et donc là, les courriers vont pleuvoir et donc aux propriétaires de faire le nécessaire. Sinon, c'est le Trésor public qui s'occupera de récolter, recouvrer ces taxes, en sachant qu'on aura peut-être des biens vacants sans maître. À ce moment-là, on le verra avec le Trésor public. Donc il y aura peut-être un certain nombre d'admissions en non-valeur à la fin de l'année. Mais en tout cas, l'idée, c'est voilà, de faire d'une pierre deux coups. Un peu de recettes, parce que si on en a pas mal, ça commence à chiffrer. Et puis aussi faire rentrer dans le rang des propriétaires qui, jusqu'à présent, ignorent nos différents courriers de mise en demeure divers et variés par négligence ou par volonté de ne pas faire. Sur ce tarif de 250 € la demi-journée, alors si ça prend plus longtemps, ça peut être Roger Vernet. Alors, oui, ça va sur le trottoir aussi? Donc c'est si ça déborde sur le trottoir, effectivement. Sur les trottoirs, carrément. Quand les trottoirs sont envahis. Alors, c'est 1,40 m. Le propriétaire doit désherber le pied du mur. Et voilà. Donc ça s'applique aussi à eux. Ça s'applique au trottoir aussi. Et je sais... Et sur les pavés. Donc je sais précisément à quoi tu fais allusion, une enseigne de vente au détail qui a de bricolage, voilà. Il y en a deux, bon, qui notoirement n'entretient pas son abord. Donc c'est une obligation pour les propriétaires privés et pour les commerces également. Donc on avait mis en place cette obligation d'ailleurs à la fin de l'autorisation d'utiliser des produits phytosanitaires, puisqu'on le faisait nous-mêmes, voire des gens le faisaient. Et il n'y avait pas énormément de contrôle. Et là, on a fait des courriers, mais il est resté à sourde oreille, donc ça fait partie de ceux. Et donc n'hésitez pas, sans être dans la délation, mais enfin, on les connaît, on les voit, mais parfois on ne voit pas forcément dans toutes les rues. Mais si vous identifiez des... Voilà, elle les voit. On a aussi renouvelé notre effectif de police municipale et je vous annonce le recrutement donc, qui a été confirmé aujourd'hui du dernier policier municipal que nous recherchions, qui est encore une fois un gendarme issu d'Autun, qui va donc signer chez nous en 2023. On aura notre effectif complet. Notre effectif qui ne comprend aucun policier municipal d'origine, parce qu'ils sont tous soit issus de la gendarmerie, soit issus de la RATP, soit issus des pompiers de Paris. C'est quand même problématique, mais il y a une pénurie complète de policiers municipaux et nous n'avons réussi à recruter aucun policier municipal au sens strict du terme, ce qui du coup donne des délais d'assermentation assez longs. Donc sur le tarif de 250 € par demi-journée, y a-t-il des questions ? Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Le Facebook Live marche toujours? Ok, très bien. Je vous voyais vous activer. Donc, unanimité, je vous remercie. Alors, la décision modificative numéro 1, on se dirige vers l'aboutissement de notre conseil municipal. Donc, budget principal, la DM2. En section de fonctionnement, en dépenses, 343 000 €, dont ajustement pour les dépenses de chauffage et de carburant, 218 000 €, qui sont uniquement liés à la hausse en fait, du prix et pas à des carburants, des litres ou des mégawatts supplémentaires. 218 000 € sur le budget principal sur ce poste. Remboursement à la CCGAM de prestations informatiques, 20 000 €. L'opération ticket commerçant qui a été annoncée, 19 000 € pour soutenir les commerçants. Des études d'ingénierie pour 14 000 €. Des crédits dans le cadre des centres sociaux, 11 000 €. Des frais pour l'abattage d'arbres par l'ONF. C'est la gestion de notre forêt, il y a des recettes en face et on gère durablement. 11 000 €. Des changements de chapitre au musée pour 8 000 €. L'étude CEREMA pour la qualité de l'air dans les établissements scolaires, 7 800 €. L'achat de petits matériels, 6 000 €. Le traitement d'une collection ornithologique au muséum, on a eu
un imprévu sur ce sujet où il faut traiter de manière assez rapide des animaux empaillés, naturalisés, dirait le directeur adjoint du Muséum d'histoire naturelle, pour 5 600 €. L'enlèvement d'une plaque d'amiante, 5 500 €. Une prestation pour le module de paiement et de réservation sur le site de la ville, 5 400 €. Là aussi, ça nous permettra de percevoir en ligne sur le nouveau site des tarifs. L'étude CEREMA pour les sables de balayage, 4 000 €, qui nous permettra de valoriser des sables de balayage qui aujourd'hui ne sont pas valorisés. Pôle prévention entretien, 4 000 €. Les vestiaires du théâtre romain, 3 300 €. L'atelier santé-ville, 3 000 €. Des dépenses de maintenance pour 2 000 €. Un logiciel de gestion du patrimoine, 1 800 €. L'acquisition d'une imprimante pour 280 € et en moins, puisque c'est un changement de chapitre, et le virement d'investissement pour la restauration d'une œuvre d'art à 6 000 €. Sur les charges de personnel, 82 000 €. Il s'agit donc en miroir de ce qu'on a dit de changement de chapitre pour des prestations du musée, et puis l'augmentation du point d'indice, 90 000 € sur la moitié de l'année. Donc 180 000 € en année pleine, juste sur le point d'indice. Haute charge de gestion courante, donc 129 000 €, donc les versements aux associations, le budget annexe des IPDR, 90 000 €, des crédits des dépenses éteintes pour 548 €. Donc nous diminuons le chapitre dépenses imprévues de 529 000 €, donc nous restons dans l'enveloppe des dépenses imprévues, ça fait partie des imprévus prévisibles, sans réemprunter, mais on avait quand même mis, et on l'avait dit dans le débat d'orientation budgétaire, un gros montant en dépenses imprévues parce que le contexte était déjà volatile. Virement à la section d'investissement pour 8 000 €, des transferts entre sections pour l'amortissement, 4 500 €, en sachant que les règles d'amortissement vont se durcir aussi avec la nouvelle nomenclature M57. En recettes, des produits de vente diverses, notamment les coupes de bois, 23 000 €, ce qui ne veut pas dire qu'on va couper de manière proactive la forêt pour faire des recettes. On gère de manière durable, mais néanmoins, la hausse du prix du bois d'environ 60% nous fait bénéficier de menues recettes. Donc des subventions pour les actions de la direction de la cohésion sociale et urbaine, 14 000 €, 1 300 d'amortissement de subventions. En dépenses, donc 220 000 €, c'est donc le paiement des études et diagnostics du panoptique pour 162 000 €. L'étude hydraulique pour la création d'un bassin de rétention, donc sur la parcelle que nous avons achetée, Faubourg de Breuil, 45 000 €. Logiciel pour secrétariat général, 7 000 €. Et puis logiciel micro-musée, 5 000 €. Les immobilisations, 103 000 €. La restauration d'œuvres d'art, donc là dans le projet du panoptique, 63 000 €. Mobilier d'exposition, 33 000 €. Des crédits complémentaires pour bâtiments et voiries, 30 000 €. La réfection d'un bâtiment en copropriété à Saint-Pantaléon, la toiture, il s'agit du bâtiment JTEM, à 15 000 €. La réfection de rempart du boulevard Laureau pour 7 000 €. Nous sommes propriétaires ou copropriétaires d'une partie. Des filets de clôture par ballon au centre social Simone Veil pour 5 000 €. Un vidéoprojecteur pour destination Autun, 4 000 €. Du matériel d'éclairage public pour 1 800 €. Et puis donc l'imprimante pour la police municipale et de la manutention. Donc moins 260 000 sur les immobilisations. La taxe d'aménagement, donc 35 000 €, puisque 2 permis ont été annulés. Et donc nous sommes obligés de reverser les taxes d'aménagement afférentes. 1 300 de transfert d'entre sections. Sur les recettes, 87 000 € d'une subvention FEADER. C'est toujours un plaisir de recevoir 4-5 ans après des subventions, notamment européennes. Pour les tribunes du stade Saint-Roch, c'est les tribunes, c'est même pas la piste d'athlétisme, et on les attendait plus, donc elles sont venues. Si on peut avoir ça à chaque budget, c'est bien. Et puis des transferts d'ordre entre sections. Sur les IPDR, donc charges à caractère général, 95 000 €. Et donc les dépenses de chauffage sur les IPDR, c'est 77 000 € supplémentaires. Les frais de banque pour un emprunt, 7 000 €. Complètement crédit pour dépenses d'honoraires, 5 000 €. Et l'avenant au bail de sous-location de la gendarmerie pour installer là aussi intégrer l'installation d'une borne de recharge pour 5 000 €. La gendarmerie s'équipe d'une borne de recharge électrique, ça se multiplie. Et là, on n'a pas besoin de délibérer que le CIDEL, la gendarmerie, s'occupe de sa propre installation. Dotation et participation, 90 000 €. Produits de gestion courante, donc 5 000 €.
Donc, en section d'investissement sur les IPDR, 40 000 € de régularisation du patrimoine. Un budget total équilibré, toutes sections confondues, à 135 000 €, 95 000 € en fonctionnement, 40 000 € en investissement. Le budget de l'assainissement, des régularisations pour 3 600 €, budget équilibré à 3 600 €. Donc, principalement des régularisations et puis également la budgétisation qui n'était pas prévue du point d'indice et de la hausse des dépenses de chauffage, sans emprunt nouveau, mais évidemment avec une CAF qui n'arrivera pas au niveau prévisionnel que nous avions anticipé. Il est proposé au conseil municipal d'approuver pour chacune des sections fonctionnement, investissement et de chacun des chapitres le projet de décision modificative pour le budget principal et budget annexe. Autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant et vous aurez, je pense, la traditionnelle session de signature. C'est peut-être la dernière vu la modification maintenant, la télétransmission et la dématérialisation. On n'aura peut-être plus à signer, je ne sais pas, je fais signe au service qui était peut-être un peu anachronique comme moyen de ratification des budgets. En tout cas, on verra. Joseph Deroche les a prévus, mais c'est avant d'abord le vote. Ne signez pas, on doit d'abord passer au vote. Donc sur cette DM2, y a-t-il des questions? Alors Frédéric Brochot. Merci. Non, on voit que les choses, oui, et le contexte va quand même compliquer la situation financière. Je retiens, oui, il y avait une provision qui avait été faite et donc voilà, c'était un peu, peut-être on aurait pu le trouver à un moment donné prématuré, mais on voit qu'aujourd'hui, voilà, on en est là. Je retiens, oui, les 218 000 € aujourd'hui. On l'a évoqué aussi avec le président Akari et où tu étais présent à la conférence des territoires. Chaque collectivité a son strate, je dirais, d'augmentation des fluides et des coûts d'énergie, comme on l'avait évoqué. Sur les collèges pour les collèges, on passe de 3 millions à un peu plus de 13 millions d'euros, hein, rien que en augmentation du coût d'énergie pour les 51 collèges du département. Après, voilà, il y a des choses, bon, beaucoup, tu as évoqué sur le rapport précédent, sur ce qu'il fallait envisager et commencer à voir par rapport peut-être à de la mutualisation encore davantage, par rapport à des bâtiments, par rapport à différents services, par rapport également dans le personnel. Je pense que il y a encore du travail, je pense, à faire de ce côté-là. Également dans les investissements. Je pense que quand on investit, il ne faut pas voir ça comme une charge, bien au contraire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des investissements qui peuvent, je dirais, optimiser, puis même rapporter. Voilà, que ce soit tant sur la nouvelle énergie, tant également, j'avais échangé aussi avec le service technique sur ce qui est de la récupération d'eau également. Une ville fleurie, c'est quand même très bien. Si on peut arroser aussi à pas trop cher, c'est encore mieux. Mais voilà, ça fait partie de l'embellissement aussi et puis de l'attractivité aussi d'une ville. Par rapport, j'ai quelques questions. J'avais relevé 207 000 € de frais d'études. Je reprends. Ça devait être... hein? Oui, pour le musée, dans les frais d'études. Ces frais-là, ils sont dans le budget du musée ou c'est supplémentaire? Alors, je laisserai répondre les services. Moi, si jamais la réponse ultérieure. Non, mais sur les... je pense qu'on doit avoir la réponse. Sur le fleurissement, on avait le projet d'aller vers la 4e fleur. C'est des investissements importants, notamment sur le matériel et puis en termes humains. Effectivement, on peut aller chercher des économies sur les fluides et sur l'eau, même si au final on se paye l'eau à nous-mêmes avec
le SMEMAC, mais bon, il y aura un arbitrage à faire sur la 4e fleur, voire peut-être la 3e. J'espère qu'on ne perdra pas la 3e, mais c'est dans les postes de dépenses. Typiquement, voilà, les serres, aujourd'hui, on a des serres municipales qui ont un coût. Bon, je pense qu'on ne doit avoir aucun tabou, et on se dira les choses, et puis on va aller regarder l'essentiel. Je pense que l'essentiel, c'est les écoles, et puis c'est de maintenir de l'investissement pour les entreprises locales. On sait que sur la voirie, sur les bâtiments, c'est quasiment exclusivement des entreprises locales qui candidatent, et on sait, pour le SMEMAC, c'était le même débat, qu'en gardant le même niveau d'investissement, étant donné que les prix augmentent, on fait moins de travaux. Et pour les entreprises, le même niveau d'investissement, c'est le même volume, mais en face, eux, ils ont des charges qui augmentent. Donc c'est aussi, au final, une recette et un bénéfice global qui est plutôt orienté à la baisse. Donc ça va être assez compliqué. Donc justement, on va établir, on a commencé, mais il va falloir qu'on l'affine et qu'on le stabilise, un programme de voirie qui soit compatible jusqu'à la fin du mandat, qui soit compatible avec les capacités des différents cofinanceurs, et qui maintiennent encore de la voirie, parce que plus faire de voirie sur une collectivité ou sur 2 collectivités, ça veut dire mettre en grande difficulté nos entreprises de BTP et nos entreprises de travaux publics en général qui comptent sur la commande publique. Moi, je salue le département qui était très transparent sur ces... Et moi, je le redis et je le répète, parce que ça me semble marquant, de 3 millions à 11, 12, 13, sans augmenter, c'est un peu la pierre de touche, puisque le département maintenant a aussi une autonomie fiscale qui a été réduite, mais sans augmenter le prix des cantines. C'est aussi un choix qui est assez fort. Il faudra être vigilant. Donc il va falloir, je pense, je le redis, qu'on travaille intelligemment, département, communauté de communes, pour mutualiser les équipements, et notamment les équipements scolaires. Je crois qu'on doit avoir, il n'y a pas de lieu sacré, on ne doit pas avoir de tabou pour travailler ensemble. On fait déjà un travail exceptionnel notamment sur les cantines, mais on peut aller plus loin. Et être vigilant en revanche sur d'autres échelons. J'ai eu l'occasion de le dire et de le redire, notamment la région, qui est confrontée elle aussi à une explosion des frais de chauffage, mais il ne faudrait pas qu'elle en profite pour réorganiser ou mutualiser de manière trop brutale, en remettant en cause des implantations. Je pense qu'on peut arriver à l'échelle de certaines grandes villes, notamment à mutualiser et à réduire éventuellement le nombre de bâtiments. À l'échelle de nos villes moyennes, à travailler de manière plus coordonnée entre les différents échelons de collectivités. Mais dans des bourgs-centres, il ne faut pas organiser une concurrence entre, typiquement, Étang-sur-Arroux et Autun, sur l'implantation de telle ou telle formation, et être vigilant qu'effectivement, s'il y a des locaux vides à certains endroits et des locaux pleins à d'autres, qui ne sont pas au même endroit, pas sur les mêmes villes, pas sur les mêmes bassins de population exactement, de voir ça d'un peu trop haut, d'un peu trop loin, et de se dire finalement, Étang-sur-Arroux, Autun, c'est pas loin, si on mettait l'un à la place de l'autre et que on rationalise comme ça, ça serait bien. Sur le papier, ça marche, mais localement, ça a beaucoup moins de sens. Donc je pense que vraiment, c'est à l'échelle de chaque ville, de chaque commune, qu'il faut trouver les solutions. S'il y a des bâtiments vides, des classes vides, des locaux vides, des ateliers vides, eh bien, on peut aussi trouver d'autres usages, et à l'échelle de la commune, eh bien, regarder et resserrer notre parc sans avoir à finalement dépouiller d'autres territoires. Je pense qu'il faut être vigilant parce que personne n'est gagnant, et la seule solution, elle se trouve vraiment à l'échelle locale, en dépassant et en se disant, voilà, comme on a fait pour la communauté de communes avec le bâtiment Radiance, où on mutualise des services qui parfois ne sont pas tous mutualisés, mais ils sont au même endroit. C'est ce qu'on fait sur Garibaldi, et c'est probablement ce qu'on doit faire sur d'autres bâtiments. On a des bâtiments scolaires, on a des gymnases, on a un certain nombre de choses qui peuvent peut-être être
être davantage mutualisés. C'est de toute façon clairement indispensable. Sur les frais d'études musée, vous pouvez nous indiquer, Agnès Henriot? Ouais. C'était ça la question. D'accord. Ils avaient été imputés à l'origine sur le 23 et au niveau du mandatement, c'est sur le 20. Donc on transfère de 23 au 20. Au 20. Il n'y a absolument pas de nouveau crédit. Ok. Voilà. Ok. Après, voilà, c'est un peu ce que j'ai remarqué. Hein. J'ai une hausse de 218 000 en location immobilière. La gendarmerie? Ça, c'est le 4e trimestre pour les IPDR. Oui, en IPDR. Donc voilà, exactement. Ah, ok. Ouais. Donc, vous m'aviez collectivement fait confiance et je vous remercie sur ce point qui a enfin atteint la sphère législative, puisque dans le cadre de l'implantation de 200 nouvelles brigades de gendarmerie, l'État s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus proposer de montage alambiqué aux communes qui, au final, se retrouvent prises au piège. C'est vraiment le cas, c'est vraiment l'expression, quand l'État ou la Caisse des dépôts décide de changer unilatéralement leurs conditions. C'est ce qui s'est passé pour nous, où depuis 4 ans, 3 ans, l'État nous avait indiqué ne plus vouloir payer le loyer de départ. Et en fait, vous verrez qu'il paye finalement le loyer de départ. Il nous avait indiqué ne plus vouloir payer le loyer de départ de la gendarmerie. On avait un montage, vous vous en souvenez, où au départ, la ville remboursait à la Caisse des dépôts, enfin payait un loyer à la Caisse des dépôts et percevait un loyer de l'État, où le delta, la différence, était quasiment nulle au début. Et puis, les formules d'indexation n'étaient pas les mêmes. Et donc, nous avions jusqu'à cette année, donc jusqu'à la fin de l'année, un delta de plus de 150 000 € entre les loyers perçus par l'État et les loyers, donc les loyers perçus de l'État et les loyers versés à la Caisse des dépôts. Bon, c'était pas agréable, mais c'était l'accord de départ et les conditions d'indexation. À l'issue de son bail, l'État n'a pas souhaité re-signer et a fait la même chose dans les 50 gendarmeries qui étaient sur ce montage, n'a pas souhaité signer dans les mêmes conditions. Donc ce qui aurait fait passer finalement, si nous n'avions pas réagi et si nous avions signé l'avenant, ce que certaines communes ont fait malheureusement pour elles, de 150 000 € d'écart à 450 000 € d'écart. Ce qui clairement n'était pas soutenable et n'était pas juste pour aucun changement pour le contribuable local, aucun changement pour les gendarmes, aucun changement pour personne, si ce n'est l'État qui pouvait se targuer de payer moins cher. Donc des négociations étaient lancées, y compris au niveau national, pour sortir de ce montage et donc finalement sortir la Caisse des dépôts du montage, donc sortir du bail emphytéotique administratif, et d'une part, et de l'autre côté, renégocier avec l'État un loyer qui soit compatible avec ses engagements de départ. Donc finalement, l'accord qui a été trouvé, et je remercie notamment le sénateur Fabien Genet qui s'était saisi de cette question, un des premiers, et puis maintenant qui arrivait à l'Assemblée nationale, et je crois que c'est dans le PLF qui a été soumis au 49.3, donc ce sera probablement dans le texte final. On arrête de faire ce genre de montage, mais en tout cas, nous, pour gérer cette situation, donc nous avons négocié avec l'État un loyer annuel de 640 000 €. 640 000 €, c'est le loyer de départ en 2008-2009, qui avait été revalorisé depuis, mais en fait, c'est le loyer facial de départ. Et avec la Caisse des dépôts, donc nous avons négocié la sortie du bail emphytéotique de manière anticipée, donc en reprenant les biens non amortis. On avait au départ des clauses contractuelles à 8,2 millions d'euros. Nous avions emprunté en conseil municipal 8 millions d'euros en considérant que c'était possible de négocier certains postes de dépenses. Finalement, nous tombons sous les 7 millions.
Donc le montage à partir du 1er janvier, c'est que la commune, et là on a eu un peu de chance, je dois le dire, et puis beaucoup de travail du côté d'Agnès Henriot, a emprunté à 1,4%, ce qui est vraiment très bien étant donné les conditions actuelles de financement, et donc remboursera un emprunt qui en fait se substituera au loyer qu'elle payait à la Caisse des dépôts pour une annuité d'environ 300 000 euros. 430 000 euros, excusez-moi, 430 000 euros, et en face 640 000 euros de loyer de l'État. La différence devant, et ça a été modélisé, nous permettre de maintenir la gendarmerie. En sachant que ce niveau de 640 000 euros, cette fois, on ne s'est pas, entre guillemets, fait avoir, on était très vigilants, et revalorisé en fonction de l'inflation. Le remboursement de l'emprunt, lui, est fixe et même diminue un petit peu puisqu'on a un amortissement dégressif. Donc on aura d'un côté les 430 000 à rembourser, alors qu'on payait jusqu'à présent à la Caisse des dépôts, les clauses du 1er novembre, c'était 900 000, c'est ça? Voilà. Je dis un peu de tête, mais la question est tout à fait légitime. Donc on aurait dû payer 900 000 de loyer à la Caisse des dépôts. Finalement, on va payer 430 000 de remboursement d'emprunt, et l'État nous versait environ 700 000 et nous versera 640 000. Donc l'État finalement a réussi à réduire un peu son loyer. La Caisse des dépôts n'avait pas le choix, c'était une clause contractuelle de résiliation, et donc a résilié et a été correct avec la ville dans sa résiliation. Et donc on aura normalement 300 000 à peu près d'investissement, de réserve d'investissement pour entretenir la gendarmerie, ce qui, selon les modélisations qu'on a faites, doit nous permettre de rentrer dans nos frais. Ce qui veut dire que sur les 2 premières années, il y aura les frais de sortie qu'on va demander à étaler, mais qui feront qu'on ne sera pas tout de suite sur ces 300 000. Mais qu'on y arrivera assez vite. Et donc voilà. Donc au final, en budgétant, on pense qu'il faut 300 000 euros de travaux en moyenne par an sur la gendarmerie pour l'entretenir. Donc au final, on se retrouve avec une neutralité budgétaire, c'est ce qu'on a réussi à obtenir, alors qu'avant on était à 150 000 euros de différence et puis un écart qui continuait à croître. Donc voilà la situation. Et donc pourquoi on rajoute du loyer? C'est que le bail se terminait au 1er novembre. Et on pensait que... et l'État nous avait dit on ne re-signera jamais aucun bail après le 1er novembre, c'est notre dernier délai. Ils l'ont déjà prolongé 4 fois puisqu'on n'arrivait pas à trouver la solution au niveau national. Donc finalement, on a trouvé la mi-octobre l'accord final. C'était trop court pour l'appliquer au 1er novembre, donc ce sera appliqué au 1er janvier. Et donc on reste de novembre à janvier sur la situation actuelle, donc BEA d'un côté et loyer à payer de l'État de l'autre. Donc nous, on avait pensé que la solution serait trouvée avant la fin de l'année. Finalement, elle prendra effet qu'au 1er janvier. Et donc on rebudgète dans le budget le dernier trimestre en loyer à payer à la Caisse des dépôts et le dernier trimestre budgété en loyer payé par l'État. Et donc à partir du 1er janvier, il n'y aura plus de loyer payé à la Caisse des dépôts. Il y aura simplement un loyer perçu par l'État, mais dans le budget annexe des IPDR, il y aura des travaux qui seront régulièrement à mener pour permettre en tant que propriétaire, répondre à nos obligations d'entretien du bâtiment. Donc voilà. Ça a été pas du tout agréable et complètement inutile parce que l'État s'est créé à lui-même ses propres problèmes. On a réussi à sortir. Ce qui a été fait à Autun a été salué au niveau national parce qu'on était une des premières collectivités à trouver la solution. Certains maires il y avait des montants moindres, hein, il y avait des toutes petites casernes. En fait, on signait l'avenant on signait le nouveau bail et se sont laissés imposer une baisse de loyer. Voilà, nous, on a mis plus de 3 ans à négocier. Ce sera fait au 1er janvier. D'où cette budgétisation de fin de loyer sur les 3 derniers mois et ces travaux que nous aurons à suivre. Donc ça suppose
qu'on suive ça précisément avec les services techniques. Ce n'est pas inintéressant en termes d'économie de fonctionnement, même si la CAF est calculée sur le budget principal, parce qu'aujourd'hui, on avait en fait 150 000 € de dépenses annuelles, de solde de dépenses annuelles qui étaient en fonctionnement, loyer perçu, loyer payé. Donc ça faisait 150 000 € en fonctionnement qui venait sur notre budget annexe des IPDR. Avant, c'était dans le budget principal, puis je l'avais sorti pour le mettre dans le budget des IPDR, qui est sa bonne classification. Et donc, c'était moins 150 000 € en fonctionnement. Demain, on a remboursé de l'emprunt, donc en investissement, de dépenses d'investissement, et on percevra 640 000 en fonctionnement. Donc, on va arriver finalement à remplacer des dépenses de fonctionnement récurrentes par une dépense d'investissement récurrente, ce qui est plutôt intéressant par rapport à la capacité d'autofinancement, même si on est sur le budget annexe des IPDR, qui fait que ça n'impactera pas notre CAF du budget principal, mais ça aura tendance à améliorer notre budget synthétique. Voilà pour cette négociation qui est enfin terminée, et je crois qu'on aura délibéré, non, c'est par décision, hein, les nouveaux baux. L'avenant, c'est par décision. Ouais, l'avenant est passé par décision. Voilà, beaucoup de temps passé. Merci à Agnès Henriot qui s'est arraché les cheveux pour arriver à cette solution, et puis toutes les équipes qui ont bataillé, et c'est remonté au directeur général de la Caisse des dépôts, au général qui commande la gendarmerie, pour finalement un résultat qui sera absolument transparent pour les Autunois et pour les gendarmes. Juste un dernier petit point, juste par rapport, j'ai vu, c'est dans le chapitre 11, j'ai 25 900 d'études et de recherches au moment des frais également du chauffage urbain. C'est pour une grosse somme. Alors, donc c'est dans les... C'est par rapport des études d'économie ou... Alors, tu es où? Dans quel budget, là, pardon? Budget principal, ah oui, et chapitre 11, si je me souviens bien. Budget des IPDR, non? Non, budget principal. Budget principal. Dans ce que j'avais noté. En dépenses. Chapitre 11. Charge à caractère général, donc prestations, études d'ingénierie. Oui, il y a 18 000, bon, normal 18 000, pour le carburant, et plus 25 900 en études et recherches. Attendez, donc, merci de le souligner. Donc, c'est des études qui étaient liées en appui à l'hôpital sur la stabilisation de l'équipe médicale et l'attractivité médicale, qu'on avait conclu avec l'ancien directeur de l'hôpital. Finalement, c'est des dépenses qui n'auront pas lieu parce qu'il y a eu un changement de position du côté de l'hôpital. Donc on essaye de tout faire, hein, comme le département, pour maintenir et attirer de nouveaux médecins. Il y a une partie aussi qui a servi à financer et François, je sais, vous voulez en parler, le week-end d'intégration des médecins généralistes. Et donc il y a une partie qui a servi à ça, et l'autre partie qui avait été budgétée pour justement l'attractivité médicale au niveau de l'hôpital, mais qui ne seront pas engagés. François, tu voulais justement parler, je crois, des... Oui, je voulais justement parler de ça. Donc nous avons accueilli 96, il me semble, internes en médecine générale et en spécialité début octobre à Autun pour un week-end d'intégration. Je voulais savoir si on avait des retours d'expérience sur ce week-end d'intégration. Oui, alors, pour être très précis, c'était avec le soutien de la communauté de communes du département de Saône-et-Loire qui était présent. Le département de la Nièvre a été sollicité un petit peu tard, même s'ils sont allés à Bibracte et à Arleuf, c'était malheureusement pas de soutien pour cette année. Néanmoins,
On a de bonnes pistes pour le maintenir l'an prochain avec ce séminaire et 2 nouveaux lieux, ce week-end d'intégration et 2 nouveaux lieux à Autun. Je pense que ça a donné une image très positive de la ville et des initiatives locales, que ce soit le centre de santé départemental, l'attractivité de l'hôpital et puis les différentes maisons de santé de la communauté de communes et les projets sur Autun. Ça nous a permis aussi de décider, et je ne veux pas forcément faire d'annonce parce que ce sera sur l'année 2023, mais il y a quelques jeunes médecins qui doivent s'installer dans la commune l'an prochain et servir d'appât, entre guillemets, ou en tout cas de rôle modèle, comme on dit, en tout cas d'exemple pour ces jeunes internes qui, pour certains, entre 3 et 4 ans, seront diplômés et médecins. Donc on va essayer de le repérenniser, même si clairement ce n'est pas forcément dans nos compétences municipales. La santé, c'est une compétence intercommunale qu'on a déléguée, mais on vous proposera aussi, en allant un peu plus loin, mais un peu comme André Acari, aller un peu plus loin que les compétences, d'étendre notre pépinière commerciale sur une pépinière médicale. Aujourd'hui, des médecins qui veulent s'installer en ville nous disent moi je veux ci, je veux ça, je veux être payé, je veux avoir un déménagement, je veux. Et donc on va, avec notre règlement qui est destiné normalement à accueillir des nouveaux commerçants, vous proposer sur le prochain conseil municipal, je ne sais pas si on peut le dire tout de suite, mais en tout cas pour une spécialiste, on attend un peu Joseph pour le... On attend un peu, mais en tout cas voilà, pour des personnes qui ne veulent pas nécessairement aller à l'hôpital ou pas en maison de santé, qui ont le coup de cœur pour un bâtiment ou des locaux en centre-ville, eh bien de faire ce qu'on fait pour la pépinière commerciale, c'est-à-dire prendre bail avec le propriétaire et sous-louer à un prix inférieur, souvent d'environ 50% pendant 1 an, à un professionnel de santé. Donc ce sera un petit peu tordre notre règlement de cœur de ville, mais pour favoriser l'installation. Et donc j'en profite aussi pour vous dire que nous allons organiser la circulaire est parue il y a 2 jours, et puis donc maintenant c'est dans les rails d'ici décembre, le Conseil national de la refondation volet santé, ce qui sont en fait des assises territoriales de la santé, qu'on va essayer de faire avec le docteur Nicolas et l'ensemble des acteurs de la santé à l'échelle CCGAM et Morvan, notamment Château-Chinon et Lusy. Donc je vous invite toutes et tous, tous les élus du territoire, tous les professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, à participer à ces assises territoriales de la santé. Ça avait été fait avec Rémi Roberotte en 2011 et Pascal Mouche avec un grand succès. Donc ce sera un format légèrement différent puisque ce sera copiloté par l'État et l'assurance maladie et l'ARS, donc tripiloté, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ou quadripiloté, ou quintupiloté. En tout cas, il y aura à la table, je pense, probablement donc la communauté de communes, le département, la région, ça me semble important, mais ce sera surtout avec l'ARS, l'État, l'assurance maladie, et seront invités évidemment autour de la table l'hôpital et l'association qui doit préfigurer la CPTS, la communauté pluriprofessionnelle territoriale de santé. Donc ces assises territoriales de la santé dont on a souhaité, j'étais allé voir à son invitation François Braun, doivent se tenir dans un cadre très rapide, donc ça va venir assez vite. Il faut vraiment que tout le monde y participe parce que les solutions, elles se trouvent au niveau local. André Acari l'a montré. On le montre modestement avec notre pépinière médicale qui, je crois, n'a pas encore d'équivalent en France, mais on va faire le même pari que le département, c'est-à-dire que l'État ne nous retoque pas notre délibération. Mais clairement, il doit y avoir des réponses à trouver au niveau local. Le week-end d'intégration, c'est un superbe élément de communication, mais le travail hôpital-clinique où le groupe Vivalto veut vraiment s'impliquer sur le territoire, il doit être approfondi et il doit être bétonné. Il y a un courrier qui est parti d'ailleurs en ce sens aujourd'hui. Le lien hôpital-ville avec des exercices mixtes. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des professionnels qui, à l'hôpital, ont un sentiment post-Covid de quasi burn-out
peut-être que le travail mixte entre l'hôpital et la ville, d'être à la fois médecin hospitalier et médecin libéral, peut redonner du sens, peut donner une attractivité à des jeunes. Il y a des jeunes comme Sylvain Verrecken-Lazou, qui était ancien président des internes en médecine, qui lui veut être dans le cœur du Morvan, dans l'hyper rural, avec un cabinet vraiment au plus près de la population. Il y a des jeunes qui veulent venir sur des spécialités, voire des hyper spécialités. Il y a des gens qui veulent quitter les grandes villes. Il y a des effets d'amitié. Un qui vient, c'est peut-être plusieurs qui viennent. Et puis on sera aussi au soutien. On parlait de je ne vais pas tout développer, mais on parlait de la caserne de pompiers qu'aujourd'hui on gardait comme réserve foncière. Voilà, si demain on peut accélérer, favoriser un projet en lien avec la clinique, ben on pourra justement essayer d'aller chercher toutes les subventions, que ce soit sobriété foncière, le fonds Friche, en étant persuadé, c'est la démarche que souhaite mener le ministre de la Santé, qu'on peut aussi au niveau local arriver à déroger parfois à des règles qui empêchent certaines coopérations entre l'hôpital et la clinique, qui empêchent certains financements de collectivités territoriales à des professionnels de santé, et faire sauter ces verrous quand ils bloquent sur la ville. C'était l'idée par la question que tu posais, Frédéric, sur ces prestations d'études pour aller consolider nos équipes hospitalières et aller chercher d'autres acteurs hospitaliers. Voilà, il faudra, je pense, être inventif et pas hésiter à déplacer les clivages. C'est ce qu'on nous demande en tout cas. Et vraiment, j'espère que ces assises territoriales de la santé dans l'Autunois Morvan seront une vraie réussite. En tout cas, on est très heureux d'y participer. Et je suis très heureux qu'on puisse maintenant officiellement l'annoncer, maintenant que les textes sont parus. J'ai fait une longue digression sur ces questions de santé, mais c'était important et c'était effectivement lié à ces des crédits d'études qui sont budgétés justement sur cette dernière DM dans ce domaine. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur la décision modificative numéro 2 ? Vas-y, Mickaël. Alors, question courte, réponse courte, monsieur le maire. Simplement pour savoir quel est le calendrier prévisionnel budgétaire de la ville pour les mois à venir. Est-ce qu'on aura une DM3 et le DOB en mars, en février, en janvier? Voilà. Parce que souvent, le DOB est un peu près du BP. Et je pense que d'avoir un peu de champ entre les deux, ce serait pas plus mal. Tout à fait. Donc la loi, je crois que c'est 15 jours entre le DOB et le BP, de mémoire. C'est 3 semaines, je crois, non ? C'est 3 semaines. Tu as raison, 3 semaines. Et effectivement, on a fait les deux en même temps pendant le Covid parce que c'était autorisé. C'était autorisé, sinon ça ne l'est pas. On a souhaité, dans la mesure du possible, essayer d'accélérer le calendrier. Béatrice, vous pouvez nous donner le calendrier prévisionnel. Vous m'avez envoyé un mail là-dessus. Voilà, alors déjà, pas de DM3, sauf imprévu. Voilà, DOB en février, conseil en mars. L'an dernier, on a voté en avril, c'est ça ? On va essayer de gagner 1 mois par an. Bon, si on vote le budget en août, ce sera quand même problématique, mais enfin en août de l'année d'avant. Mais février-mars, et puis on essaiera l'an prochain, janvier-février. Effectivement, pour l'exécution des investissements, ce serait utile qu'on puisse faire le vote du budget le plus près possible de janvier, voire décembre. Ça suppose de remonter en arrière et de reprendre tout le cycle budgétaire. C'est pas simple, mais effectivement, en avril, c'est tard et ça fait qu'on fait des chantiers. Au final, on va essayer d'épargner un petit peu Madame Henriot quand même. Bon, et je souligne aussi, et je me joins à tes propos tout à l'heure, qui fait quand même un très bon travail. Ah, ouais. Normalement, on n'a pas d'autres casernes de gendarmerie à racheter, a priori. Donc, non, mais il y a le gros chantier de la M57. C'est un chantier énorme. On nous change toute la nomenclature budgétaire. Je crois que toutes les collectivités sont obligées d'y passer. Avec des règles d'amortissement complexes, avec un inventaire. L'inventaire de la commune, ce n'est pas notre point fort. On a déjà travaillé depuis plusieurs années à essayer de le toiletter, mais on n'est pas encore au top. Et aujourd'hui, c'était un peu cosmétique
d'avoir un inventaire. On avait des études d'aménagement qu'on amortissait au fil du temps et puis parfois qu'on supprimait complètement. Mais là, ce sera vraiment extrêmement important puisque l'inventaire servira de base à l'amortissement. Donc oui, hors toute situation exceptionnelle, il y a quand même un gros boulot du service finance. Et je le dis aussi, Agnès Henriot est irremplaçable, mais elle milite pour la retraite avant 70 ans. Ce qui nous pose un vrai challenge en termes de préservation des compétences. Et donc, on va essayer on va essayer de trouver la bonne personne. C'est difficile parce qu'en ce moment, on recrute toujours une DRH pour la communauté de communes qu'on n'a pas. On fonctionne sans DRH. C'est quand même compliqué. Et donc, on va essayer de ne pas attendre le dernier moment pour recruter une directrice financière. Donc, on commence à regarder un peu dès maintenant les meilleurs profils qui pourraient être intéressés et de faire un tuilage assez long, au moins sur une année budgétaire. Alors, il faut regarder. Alors, on va quand même essayer de prendre quelqu'un voilà. Voilà. Non, mais il ne faut pas hésiter à... Alors, tout à fait, il ne faut pas hésiter à faire passer le mot, même si aujourd'hui le poste n'est pas ouvert, hein, on ne pousse pas Agnès Henriot, au contraire. Néanmoins, on commence déjà à regarder dès maintenant, en sachant qu'on voudrait au moins un an de tuilage, une année budgétaire entière de tuilage, et qu'il faut pour diriger notre service finance ville, SIAS et CCGAM, quelqu'un qui a de l'expérience. Voilà, non mais voilà. Eh ben, il faut alors chercher un par un, il va falloir, probablement on ira, mais on a pris des cabinets de recrutement pour la DRH, il y a aussi des masters en ressources humaines et on n'a pas trouvé, quoi, hein. C'est compliqué et là c'est stratégique parce que clairement les chantiers qu'on a évoqués n'auraient pas pu être menés sans l'implication d'Agnès Henriot et de temps en temps, et même assez régulièrement, on a des sujets sur lesquels il faut une réactivité très forte et une connaissance parfaite des dossiers. Donc voilà, on a quelques pistes de gens qui sont venus spontanément nous voir, un peu post-Covid, des gens qui étaient sur Lyon, sur Paris, qui se disent tiens, je reviendrai bien dans le Morvan et qui ont des expériences. Mais c'est de même que pour les directeurs généraux de services, ce sont des emplois en forte tension, et notamment dans nos territoires, même si avec le Covid, on a pu retrouver, et les rapprochements familiaux, mais c'est des jobs qu'on ne peut pas faire en télétravail, ça c'est sûr. S'il n'y a plus de questions sur la DM2, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Abstentions. Donc tu as 2, Anatole aussi, Mickaël 1, donc 5 abstentions sur la décision modificative. Ah pardon, alors je reprends. 4 abstentions. Donc Frédéric Brochot et Catherine Leflon, Anatole Sago et Angélique Gorini, donc 4 abstentions, et le reste des conseillers municipaux a voté pour, et Mickaël Guigeot a voté pour. Pardon pour et c'est très important de le clarifier, je le dis aussi pour la presse. Admission en non-valeur, créance éteinte. Jean-Louis Guillon. Merci, monsieur le maire. Donc, admission en valeur et créance éteinte. Considérant la liste des titres de recettes irrécouvrables transmises par la trésorerie municipale pour un montant total de 1 506 € et 5 centimes, qui concerne loyer et charges locatives, 220 €, taxe sur la publicité extérieure, 163,84 €, occupation du domaine public, 1045,87 €, location de panneaux de déménagement, 20 €,
Redevance jardins familiaux, 28,80 €. Consommation eau, jardins familiaux, 27,54 €. Considérant les causes de l'arrêt des procédures de recouvrement forcé, poursuite sans effet, certificat d'irrécouvrabilité, reste à recouvrir inférieur au seuil des poursuites. Il est donc proposé au Conseil municipal, article unique, d'approuver ces admissions en non-valeur dont le montant total s'élève à 1 506,05 €, dépenses imputées à l'article 65-41, perte sur créance irrécouvrable, pour 296,35 € et à l'article 65-42, créance éteinte pour 1 209,70 € sur le budget principal. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document s'y rapportant. Donc, unanimité, je vous remercie. 5.3, on arrive vers la fin. Convention de partenariat avec l'AGESCA. Alors, Jean-Louis Guillon. Approbation de la convention de partenariat et de participation financière au fonctionnement des classes sous contrat d'association entre la commune d'Autun et l'association de gestion de l'ensemble scolaire catholique d'Autun. Considérant que depuis le 1er juillet 2021, les frais de bâtiment, école, fonctionnement et investissement sont désormais de la compétence des communes, considérant qu'il convient de fixer par convention les conditions de financement des dépenses de fonctionnement en bâtiment des classes maternelles et élémentaires de l'école Saint-Sacrement maîtrise par la commune d'Autun pour les élèves domiciliés sur son territoire, afin d'assurer la continuité des engagements pris entre la CCGAM et la GESCA. Considérant que le chef d'établissement de l'école Saint-Sacrement maîtrise s'engage à fournir chaque année au mois d'octobre de l'année N-1 un état nominatif des élèves inscrits dans l'école à cette date pour calculer le montant de la participation communale qui sera inscrite au budget de l'année N, ce qui, pour 2022, donne la répartition suivante. En classe élémentaire, 123 élèves pour 361,77 €, soit 44 497,71 €. En classe maternelle, 80 élèves pour 421,69 €, soit 33 735,20 €, soit un total global de 78 232,91 €. Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir, article 1er, approuver la convention de partenariat et de participation financière au fonctionnement des classes sous contrat d'association entre la commune d'Autun et l'association de gestion de l'ensemble scolaire catholique d'Autun, jointe en annexe, et article 2, approuver le montant de la participation communale des classes maternelles à 421,69 € par élève et le montant de la participation communale des classes primaires à 361,77 € par élève. Article 3, autoriser Monsieur le maire ou son représentant délégué à signer la convention. Merci Jean-Louis. Il s'agit de la conséquence de la reprise de la compétence scolaire par la ville et donc nous nous substituons à la communauté de communes dans les mêmes termes et donc en accord avec la GESCA pour contribuer au financement de l'école privée catholique d'Autun. Sur cette délibération, y a-t-il des questions? Pas de questions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On passe aux affaires communautaires. Je propose qu'on aille très vite, puisque en fait, ce sont des rapports que nous avons déjà votés en conseil communautaire. Jean-Louis Guillon. Alors, approbation du rapport final de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Considérant que le transfert ou la rétrocession d'une compétence entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et une commune entraîne automatiquement le calcul d'attribution de compensation, c'est le cas pour les restitutions de compétences qui ont eu lieu tout au long de l'année 2021 et celle qui a eu lieu au 1er janvier 2022. L'entretien de l'adret et la gestion des aménagements forestiers, le 1er avril 2021. L'espace sport nature, les tennis et mini-golf, la salle Joseph Chanliot, le 1er juin 2021. Le fonctionnement des bâtiments scolaires, écoles et garderies, le 1er juillet 2021. L'école d'art plastique, le 1er septembre 2021. L'informatique, les logiciels, les copieurs, hors école, les fourrières animales, la fourrière automobile, les subventions au sport de pleine nature et la gestion des étangs de Bousson et de la Goulette, le 1er octobre.
le centre aqua-récréatif d'Étang-sur-Arroux le 1er janvier 2022, concernant la restitution de compétences qui ont lieu tout au long de l'année 2021. Le calcul des attributions de compensation a été proratisé sur les années 2021-2022 afin d'obtenir 12 mois, conformément à la demande de la ville qui a souhaité contribuer au redressement des finances de la CCGAM en 2021. 20 000 € sont retenus sur le montant des AC calculés pour l'année 2022. Concernant le transfert au 1er janvier 2022 du centre aqua-récréatif d'Étang-sur-Arroux, la présidente de la CCGAM a demandé à la commission locale d'évaluation des charges transférées de proposer l'application des méthodes qualifiées de droit commun et la révision libre des AC comme souhaité par les élus de cette commune. Considérant que la commune d'Épinac a également demandé une révision libre de ses AC pour permettre la rectification du montant calculé initialement pour l'utilisation du bail de sa mairie pour la Maison France Service, considérant que cette demande de révision libre formulée par ces deux communes a été retenue à la majorité des membres de la CLECT, il est proposé au conseil municipal, article unique, d'approuver le rapport de la CLECT jointe en annexe. Merci. Merci beaucoup. Désolé de l'interruption. Effectivement, il y a eu des révisions libres. Y a-t-il des questions sur la CLECT? Des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Fonds de concours 6.2, Jean-Louis. Alors, versement du fonds de concours suite au pacte financier, fiscal et de solidarité conclu entre la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan et ses communes membres, considérant que le conseil municipal a approuvé le pacte de confiance et de solidarité financier et fiscale pour la période 2021-2023, ainsi que son règlement d'intervention qui prévoit une première enveloppe dite de garantie, qui n'est soumise à aucune obligation, et une seconde enveloppe dite de solidarité, qui est conditionnée à la non-augmentation des taux communaux sur la période 2021 à 2023. Considérant que le fonds de concours étant juridiquement une subvention, sa mise en place nécessite une délibération de la commune demandant son octroi en précisant la nature des équipements communaux. Considérant que le fonds de concours sera obligatoirement fléché en investissement, un plan de financement accompagné d'un descriptif synthétique du projet ou de l'équipement concerné devra être présenté. Considérant que le fonds de concours est au maximum égal à la moitié du reste à charge de la commune. Considérant que le fonds de concours est accordé par délibération du conseil communautaire et versé de la production d'un état récapitulatif accompagné des dépenses communales acquittées et des recettes reçues et à recevoir visées par la trésorerie. Il est proposé au conseil municipal de retenir comme éligibles au fonds de concours de la CCGAM les dépenses d'investissement telles que présentées dans l'annexe. Alors il s'agit de dépenses aménagement de la place de Gain, maîtrise d'œuvres pour la panoptique musée d'Autun et puis travaux sur bâtiments. Article 2, de solliciter le fonds de concours auprès de la CCGAM d'un montant de 144 432,50 €, équivalent au montant octroyé de la commune dans les enveloppes dites de garantie et de solidarité au titre de l'exercice 2022. Article 3, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant légal à signer tout document se rapportant à cette affaire. Merci. Merci beaucoup. Sur ces questions, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Avenant numéro 1 à la convention de service RH 6.3, donc Jean-Louis. Considérant l'article 5 de cette convention prévoyait que la commune d'Autun prendrait en charge une partie des salaires et cotisations du service RH ainsi que des frais liés au fonctionnement du service selon le ratio agents communaux, agents communautaires, donc CCGAM et SIAS, considérant qu'il était convenu également que la répartition du temps de travail de chaque agent serait revue plus finement, considérant que le présent avenant propose que la commune d'Autun rembourse ses frais à la CCGAM selon le temps de travail réellement consacré par agent à chacune des collectivités, considérant que des clés de répartition ont été établies pour le calcul de ce temps de travail, considérant que cet avenant s'appliquera à compter du 1er janvier 2022, il est proposé au conseil municipal, article 1er, d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention du service commun direction des ressources humaines entre la ville et la CCGAM. Article 2, autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer cet avenant et tout document relatif à ce dossier. Merci beaucoup Jean-Louis. Sur ce dossier, y a-t-il donc des questions, des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Bilan de la mutualisation des services communication, Cathy Nicolaou.
Oui, s'agissant d'un service mutualisé, les dépenses non spécifiques sont prises en charge par moitié pour les deux collectivités. Pour 2021, la soulte est en faveur de la ville d'Autun à hauteur de 6 549,68 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le bilan de l'année 2021 pour le service communication mutualisé et d'autoriser la ville d'Autun à émettre les titres correspondants. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions, unanimité? Je vous remercie. Mutualisation du pôle entretien. Alain Deschamps. Alors, le pôle entretien a été mutualisé à compter du 1er janvier 2020 entre la communauté de communes du Grand Autun-Morvan et puis la ville d'Autun. Il convient donc d'arrêter les coûts de répartition de l'exercice 2021. La répartition suivante est arrêtée. 81,5% du coût total de gestion pour la CCGAM, 15% pour la ville, 3,5% pour le SIAS. Le calcul de la mutualisation de la gestion du pôle entretien conduit au montant de remboursement entre les collectivités suivants. Enfin, le SIAS doit à la CCGAM 3 343 € et la ville doit à la CCGAM 14 329 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le bilan 2021, la mutualisation du pôle entretien, d'autoriser l'émission d'un mandat à l'encontre de la CCGAM de 14 329 € au compte 6 216 et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup et on en parlera aussi dans le 6.6. Vraiment une belle mutualisation que la mutualisation du pôle entretien qui a permis de déprécariser des contrats, de faire des économies avec la communauté de communes et donc de permettre à des personnes d'être titularisées dans des fonctions indispensables mais souvent invisibles. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. 6.6, donc c'est justement le groupement de commandes pour acheter les produits d'entretien. Ça peut paraître anecdotique, mais quand vous verrez le coût global, ce sera beaucoup moins superflu. Alors, considérant que le marché des produits d'entretien connaît aujourd'hui un véritable bouleversement économique, dû au contexte international actuel, il est proposé de relancer une procédure de mise en concurrence permettant de répondre au mieux aux évolutions tarifaires actuelles. Considérant que dans le cadre d'une recherche d'économie budgétaire et d'harmonisation dans l'utilisation des produits d'entretien, il vous est proposé de constituer un groupement de commandes entre la GAM, CCGAM, le SIAS et la ville d'Autun en vue d'un marché de produits d'hygiène et d'entretien. Considérant que l'accord cadre comporte les deux lots suivants, produits d'hygiène et d'entretien consommables, considérant que sa durée est définie pour 1 an, renouvelable 2 fois pour la même durée, à compter du 1er janvier 2023, soit pour une durée maximale de 3 ans. Considérant que le coût global estimé du marché pour la totalité de sa durée, 3 ans, est estimé à 239 940 €. Considérant qu'une attention particulière sera portée aux éléments ciblant le respect de l'environnement, de la santé, de la sécurité du travailleur et de l'utilisateur, le choix final sera effectué selon le meilleur rapport qualité-coût d'utilisation. Considérant que la communauté de communes du Grand Autun-Morvan est le coordinateur du groupement et à ce titre responsable de la passation du marché, de son analyse, de sa signature et de son exécution. Considérant que les bons de commande et la facturation seront gérés indépendamment par chaque entité, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention constitutive du groupement de commandes à passer entre la communauté de communes du Grand Autun-Morvan, le centre intercommunal d'action sociale et la ville d'Autun, d'approuver les modalités d'organisation ainsi que la désignation du coordinateur, d'autoriser monsieur le maire ou les adjoints ayant délégation à signer la convention, ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est plus de 230 000 € de produits d'entretien qui seront commandés. Donc là aussi, en faisant de la mutualisation et peut-être en regardant si on diminue l'entretien de certaines salles en fonction des espaces, etc., des économies importantes. Sur ce groupement de commandes, y a-t-il des questions?
Pas de questions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, unanimité? Je vous remercie. Affaires culturelles, donc Patrick Rion étant souffrant aujourd'hui, je vous rapporte les 2 dernières délibérations. La première, c'est la candidature de la ville d'Autun au réseau mondial UNESCO. Pour vous dire en 2 mots, c'est une candidature qui sera déposée courant 2023 en lien avec le partenariat que nous avons créé. D'ailleurs, nous avons délibéré au dernier conseil municipal pour soutenir la candidature de Clermont-Ferrand comme Clermont-Ferrand Massif Central, donc une ville et une région géographique comme capitale européenne de la culture. Et Clermont-Ferrand est une des villes de France reconnues comme ville apprenante par l'UNESCO. Et il nous propose justement, dans le cadre de ce partenariat culturel, en vue de leur candidature pour 2029, je crois, capitale européenne de la culture, c'est ça, 2028. C'est des dossiers très longs, de nous parrainer en fait dans cette candidature qui a un intérêt certain et qui nous coûtera que du temps de réflexion et de saine réflexion. Considérant que l'éducation est l'un des leviers essentiels de la transmission des valeurs de la République, considérant le fort attachement de la ville d'Autun aux valeurs éducatives depuis sa structuration au 1er siècle, les écoles méniennes, jusqu'à nos jours, campus connectés, on en parlera dans une seconde, considérant la possibilité pour la ville de prétendre à rejoindre le réseau mondial UNESCO des villes apprenantes, qui comprend à ce jour uniquement 217 villes dans 61 pays. C'est quand même 250 millions d'habitants. Et dans le but de former d'ici 2030 une communauté qui cherchera à garantir à tous la possibilité d'apprentissage tout au long de la vie. Une ville apprenante UNESCO inspire, nous dit l'UNESCO, guide et soutient sa population pour qu'elle s'engage dans des activités d'apprentissage tout au long de la vie, même au-delà des salles de classe, et elle s'efforce de rendre l'éducation et l'apprentissage accessibles à toutes et à tous sur le lieu de travail, en famille, dans les espaces publics, et exploite le potentiel des technologies numériques. Quand on a lu ça, on s'est dit qu'on était quand même dans le cœur de cible avec ce qu'on fait à Autun. Considérant la volonté de la ville de s'inscrire dans ce programme d'action permettant au plus grand nombre de se former à tout âge, il est proposé au conseil municipal d'autoriser donc la demande de candidature. Il faut délibérer pour être candidat, avec un dossier qui sera donc déposé en 2023, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document ou convention se rapportant à ce dossier. Sur cette candidature, j'espère qu'elle ne mettra pas jusqu'en 2028, mais on se lance dans un... en tout cas, on poursuit et on intensifie ce partenariat avec la ville de Clermont-Ferrand et cette candidature du Massif Central comme capitale ou région européenne de la culture 2028. Y a-t-il des questions? Mickaël Guigeot. Oui, une suggestion. À mon avis, on remplit tous les critères. Effectivement, grâce au campus connecté, on y reviendra. J'aurai quelque chose à dire sur la prochaine délibération. Mais on peut aussi dégager un axe de travail avec ces établissements d'apprentissage tout au long de la vie, qui sont un des critères voulus par le réseau mondial des villes apprenantes. Il est important qu'un outil qui est dans ce bâtiment, qui s'appelle la bibliothèque médiathèque, qui est sous-valorisé actuellement, puisse entrer dans cette dynamique. Donc, tu parlais tout à l'heure de numérique. Tu parlais on parle d'équité d'accès à la culture avec ce réseau. Donc il me paraît important de défendre l'outil parce qu'aujourd'hui il me paraît, on va dire, mal valorisé, pas visible dans la collectivité, dans la ville. Qui sait qu'il y a une bibliothèque ici quand on ne connaît pas Autun? Première interrogation. Et deuxième interrogation, on est un certain nombre d'élus au sein de la collectivité GAM, pas la collectivité, le PCI GAM, à militer pour la gratuité d'accès. Ça se fait dans beaucoup de collectivités. Et je ne voudrais pas que le grand mouvement soit à la traîne à ce niveau-là. Et je vous encourage, via cette candidature au réseau mondial des villes apprenantes, à soutenir la gratuité de la bibliothèque médiathèque dans les débats communautaires. Merci. Alors, sur la visibilité, effectivement, on relance un dossier avec l'ABF pour la signalisation, la signalétique extérieure sur le bâtiment de la bibliothèque, sur le bâtiment de l'hôtel de ville. Pas simple parce qu'on avait déjà eu des refus. Et puis, on va aussi réinstaller, parce qu'on va retoiletter un peu la signalétique directionnelle dans les rues pour annoncer, parce qu'il n'y a aucun panneau qui annonce la bibliothèque. Il y a 15 panneaux qui annoncent la poste. Voilà. Il y a 15 panneaux qui annoncent la poste. Alors en plus, en ce moment, elle est temporairement déménagée. Il y a des panneaux qui annoncent
l'espace Bernard Renault, il y a des panneaux qui annoncent les caisses artisanales. Voilà, on a tout recensé. Et il n'y a pas de panneau qui annonce la bibliothèque. Médiathèque, donc ça c'est clairement quelque chose à revoir. Puis ensuite sur la gratuité, bon, c'est un débat qu'on doit avoir au conseil communautaire. On peut l'avoir aussi au conseil municipal. Je me souviens du dernier mandat où nous avions à chaque conseil municipal un débat sur la gratuité des musées. Alors voilà, donc non mais on peut avoir ce débat qui n'est pas inintéressant et des études intéressantes sur l'élasticité prix des institutions culturelles, mais dans lesquelles je ne me lancerai pas, et je propose qu'on remette ce débat à plus tard, étant à 22h16, peut-être un peu tard pour se lancer sur ces considérations annexes à la délibération. Mais en tout cas, dans cette démarche ville apprenante, c'est le genre de choses qu'il faudra voir, et notamment on regardera ce que fait Clermont-Ferrand. Voilà. Ensuite, on sait que l'accès à la culture et à la lecture publique n'est pas forcément lié à un prix d'entrée, et en tout cas sur le quartier de politique de la ville, voilà, pour les enfants, les étudiants. Mais oui, non, mais je suis d'accord. C'est 2 places et demie de convoyeurs de fonds au final. Mais voilà, il y a aussi et ce qu'on fait sur le quartier politique de la ville, la politique de aller vers les publics plutôt qu'attendre le client ou l'usager dans la bibliothèque, qui sont et on travaille avec la bibliothèque. Voilà, plein de choses à faire. Il faut clairement, en tout cas, que cet équipement soit mieux valorisé. Ça, on est tous d'accord, parce qu'il n'est pas au maximum de son potentiel. Les événementiels qui s'y passent amènent du monde, notamment les expositions. Je trouve que c'est très bien. Il y a plus de choses à faire sur le fonds ancien. Bon, on pourra en parler. En tout cas, je sens qu'il y a une envie forte de réfléchir à cette candidature Réseau mondial des villes apprenantes. Je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, unanimité? Je vous remercie, et vous serez chacun amené à contribuer, et toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour recenser et porter notre candidature, qui s'articule de manière intéressante avec la candidature UNESCO qui s'accélère sur les sites clunisiens avec la Fédération européenne des sites clunisiens, où là aussi on doit remplir des dossiers assez vite pour pouvoir donc poursuivre cette candidature de réseau. Dernier rapport, le 7.2, c'était Patrick Rion qui devait le rapporter, je vais en dire un mot. Il s'agit de la convention de partenariat entre la ville et AMDF pour la mise en œuvre du campus connecté. Donc chaque année, nous participons depuis la création du campus connecté au fonctionnement de cette institution avec AMDF, donc en reversant notamment une partie importante, donc 65 000 euros, et en vous disant également que notre dossier avance bien. Et on peut dire que sur la rentrée, alors c'était un peu tôt pour 2023, mais on a des signaux très positifs et quasiment certains, je dirais très positifs, sur l'ouverture, comme à Nevers, de la première année commune des études de santé via le campus connecté à Autun en septembre 2024. L'idée, c'est de pouvoir encore ouvrir l'offre. Et puis, c'est aussi de se dire que dans la stratégie qu'on a sur les jeunes médecins, il y a peu de jeunes ruraux qui choisissent médecine. Parce qu'il y a peu d'enfants de médecins, peut-être, parce que c'est vu comme une filière qui n'est... Oui, Monique connaît des exemples fameux, mais il y a une sorte de barrière psychologique où on regarde qu'à population égale, à composition égale, il y a moins de jeunes dans le rural qui décident de faire des études de médecine, aussi parce que toutes les offres d'études de médecine sont concentrées dans les grandes villes et qu'il faut aller prendre un appartement, qu'il faut faire des frais, qu'il faut quitter sa famille, etc. Et évidemment, quand on a moins de jeunes qui sont issus des territoires ruraux, il y a moins de chances qu'ils reviennent voir leur famille si leur famille vient déjà de grandes villes. Et donc il y a un vrai enjeu au-delà de l'attractivité étudiante de notre ville, mais il y a un vrai enjeu, et c'est pour ça que Nevers s'est positionné, que Nevers a commencé, Auxerre s'est positionné, et qu'Autun est positionné pour 2024, de permettre aussi, ne serait-ce qu'à 10, 15
enfants par jeunes par an, de pouvoir suivre ces études. La première année commune, on sait que c'est celle qui est la plus stratégique. Ensuite, ils auront un moment ou un autre à rejoindre la fac à Dijon ou ailleurs. Mais en tout cas, ça fera qu'on augmentera, c'est une politique de très long terme malheureusement, mais on augmentera la probabilité qu'ils reviennent ensuite s'installer dans les territoires, probabilité qui sera augmentée par la 4e année commune des études de médecine qui doivent se faire dans les territoires ruraux. Voilà, je suis allé trop loin puisque cette délibération concerne le campus connecté. Nous avons été le premier campus connecté ouvert de France, suite à l'appel à manifestation d'intérêt lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Nous avons le label jusqu'en 2024-2025, au moins, d'ailleurs il est actuellement à AMDF dans les locaux de Saint-Andoche, mais qu'il rejoindra, une fois les travaux terminés, le centre-ville, toujours géré par AMDF, mais dans des plateaux que nous aménagerons à cet effet. Aujourd'hui, c'est plus de 1400 formations à distance. C'est AMDF qui porte ce type de formation. De mémoire, ils sont actuellement une trentaine de jeunes qui n'auraient pas fait d'études ou qui ne seraient pas restés à Autun si nous n'avions pas mis en place cette offre. Et donc, pour cela, dans les subventions que nous attribuons, nous vous proposons donc de renouveler la convention de partenariat entre AMDF et la ville d'Autun pour le campus connecté, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant et en délégation à signer tout document. Michael Guigeot pour la dernière intervention de la soirée et ensuite nous lèverons cette séance du conseil municipal. Oui, si j'ai bien lu le document qui figure dans les annexes, dans le budget, on a une longue liste de dépenses et on a une recette, c'est la ville d'Autun. Comment se fait-il que seule la ville d'Autun, ce que j'ai vu dans l'annexe budgétaire, finance le campus connecté? Et c'est un outil extrêmement intéressant, donc il faut le défendre, mais je pense que d'autres collectivités peuvent prêter leur concours à ce financement, parce que ça rayonne au-delà de la ville d'Autun. Merci pour cette intervention. Donc, pour être précis, la ville touche chaque année 50 000 € de la Banque des Territoires et reverse 65 000. Donc, de manière nette, la ville paye 15 000 € par an au campus connecté. Et il est exact que nous sommes la seule collectivité à soutenir financièrement. La communauté de communes du Grand Autunois-Morvan a consenti à mettre à disposition les plateaux, donc des espaces qui sont actuellement occupés par le campus connecté et qui appartient à la communauté de communes. Se posera la question quand ces plateaux seront des plateaux de la ville, si la communauté de communes du coup paye un loyer à la ville via la MDF ou en direct, ce serait quand même je pense le sens des choses. Et effectivement aujourd'hui des collectivités qui ont la compétence enseignement supérieur, notamment la région Bourgogne-Franche-Comté, pourraient utilement davantage soutenir le campus, ou en tout cas aider la ville d'Autun. Quand on a lancé, on était au tout début, et effectivement c'était la ville qui était la seule à subventionner. Ça nous coûte 15 000 € par an, c'est une dépense utile, mais ce serait bien que d'autres collectivités puissent prendre le relais, même si le campus n'a pas aujourd'hui besoin de plus de budget pour vivre. Il est à 65 000 € par an, il peut fonctionner. Néanmoins, et puis il y a une petite participation aussi symbolique, mais qui est importante aussi pour que les jeunes sentent que c'est des frais de scolarité, qui sont dans une vraie scolarité, dans un vrai campus, qui sont de quelques dizaines d'euros par an. Mais néanmoins aujourd'hui, la ville est effectivement en contributeur net à hauteur de 15 000 € la seule collectivité à participer. Donc moi, je ne suis pas du tout défavorable à ce que d'autres collectivités participent financièrement. Voilà, la communauté de communes fait sa part peut-être, en tout cas pour l'instant, sur les locaux, et un appel aux autres qui voudraient cofinancer. Et je pense que la région devrait plus soutenir ce type
de structures. On a des accords avec l'université qui prévoit certaines heures de tutorat, la venue aussi d'élèves à l'université de Bourgogne, mais effectivement, cet état de fait du début pourrait utilement se retrouver dans un droit commun où les collectivités qui ont réellement la compétence enseignement supérieur se mettent à être partenaires. Sur la première année commune des études de médecine, on va y aller aussi de la même manière. Au début, ce sera surtout la ville. On va demander peut-être un peu à la communauté de communes de participer. On va demander peut-être un peu au département. Je sais qu'il est très impliqué sur ces sujets. On va probablement demander à la région. Mais il y a l'initialisation où on doit être rapide et où la ville a son rôle à jouer. Et puis la vitesse de croisière où en effet ce serait bien que d'autres prennent le relais parce qu'effectivement il n'y a pas que des jeunes d'Autun, il y a même des jeunes du Morvan, de la Nièvre et puis d'autres de Côte d'Or et puis de toute la communauté de communes. Et en tout cas il y a des compétences enseignement supérieur parfaitement identifiées au niveau de la région. Donc je ne peux qu'appuyer cette remarque judicieuse qui en plus rentre parfaitement dans notre plan d'économie que nous évoquions il y a quelques instants. Merci beaucoup sur cette convention de partenariat. Y a-t-il d'autres questions? Roger, tu as levé la main ou c'était une feinte? C'était une feinte. C'était une feinte. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Le conseil municipal est levé. Merci à tous. Et rendez-vous le 12 décembre.